voir un petit peu tout ça, je vais regarder sur Wikipédia la page sur Toussaint l'ouverture. Donc ici, la page ici, donc Toussaint l'ouverture sur Wikipédia. Donc bon, son enfance, etc. Bon, si vous êtes intéressé, regardez-le, mais euh, euh, qui est important, à mon avis, c'est ici. C'est le déclenchement de la révolte des esclaves. Okay. Donc, pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû appuyer sur ce bouton-là. Voilà, donc le déclenchement en août 91, donc en gros 2 ans quand même après la Révolution française, euh, très certainement dû au fait que l'information circulait très lentement à cette époque-là. Hein, il fallait envoyer un bateau. Quand est-ce que le bateau pour Haïti est parti pour annoncer, le temps que les gens comprennent un peu ce qui se passait. Donc en fait, mais il est assez clair que la révolte des esclaves, qui a entraîné l'abolition de fait de l'esclavage, est liée quand même à la Révolution française. Et ça, c'est une bonne chose parce que par la suite, dans l'histoire de France, c'est pas trop comme ça que ça s'est passé. Hein. Euh, la, la, la libération et la décolonisation, enfin les luttes anticoloniales en Indochine ou en Algérie, c'est pas parti d'une initiative française. Okay. Donc là, il y a quand même quelque chose d'un peu intéressant et important, qui est que les blancs, ils sont un peu pour quelque chose. Et ils sont un peu pour quelque chose de manière un peu similaire avec les Américains quand ils ont aboli l'esclavage. C'était la guerre civile où il y a eu beaucoup de blancs qui sont mêlés de l'affaire. Donc là, ici, ça n'a pas été la même chose, mais enfin, l'impulsion première a été donnée par des blancs. Et ensuite, ça va être complètement balayé, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc après, il y a des histoires avec les Espagnols. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, je ne sais pas si c'est très 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 important. Mais tout ce qui est en 89, la Révolution française n'a pas aboli l'esclavage. Ça n'a pas fait ça. Hein. C'est en 91, il y a la révolte des esclaves qui a aboli dans les faits l'esclavage. Après, c'était une abolition de fait, donc, qui va être sanctionnée et reconnue en, en abolition de droit, donc en 1794. D'accord. Donc, l'abolition de l'esclavage par la Convention, donc c'est la Convention qui est là, c'est pas la législative, c'est pas la constituante, donc le 4 février 1794. Donc, et ici, où ça a été prévu avant, ça a été. Il y a eu une sorte de première reconnaissance de l'abolition de l'esclavage par la militaire générale sur l'île en août 93. Okay. Donc, euh, donc ensuite, ça crée un lien quand même qui fait que Toussaint Louverture et puis les Haïtiens se reconnaissent d'une certaine façon dans la, dans la, dans la, dans la Révolution française. Okay. Et c'est ça qui va un peu le tuer. C'est ça qui va le perdre. Parce que ensuite, quand Napoléon arrive au pouvoir, il continue à le prendre pour un révolutionnaire, quoi. Hein. Et donc, en fait, donc là, je passe parce que c'est pas tellement la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc, c'est l'expédition Leclerc. Donc, Leclerc, c'était un gendre de Napoléon, puisque. Non, pas un gendre, un beau-frère de Napoléon, puisqu'en fait, il était marié à une des sœurs de Napoléon. Leclerc, d'ailleurs, qui va mourir, en fait, de
Et donc en fait, et voilà, ce général arrive avec et pour rétablir l'esclavage. Et donc avec une lettre de menace, hein, la lettre de menace écrite par Bonaparte. Enfin, à ce moment-là, c'était déjà Napoléon, puisque c'était en 1800. Donc, bon, bah, Toussaint, il apprécie pas. Hein, il y a de quoi. Mais bon, ce général commence donc la capture, ça c'est important. La capture de Toussaint. Donc, rapidement défait militairement. Il adopte alors une tactique défensive, pratiquant la stratégie de la terre brûlée. Celle-ci n'arrête pas l'offensive menée par le corps expéditionnaire. Malgré des pertes importantes, les troupes venues de métropole sont victorieuses. Si bien que les officiers de Toussaint, à l'exemple de Maurepas et de Christophe, font tour à tour défection. Le 6 mai 1802, Toussaint Louverture est contraint de capituler, puis est assigné à résidence de sa propriété dans l'île. Donc pour l'instant, il n'est pas encore. Avec la chute de Toussaint Louverture, la révolution de Mingoise connaît un coup d'arrêt. Bon, ça c'est trop progressiste pour Bonaparte, trop réactionnaire aux yeux des cultivateurs. Des cultivateurs, ça c'est pas les propriétaires d'esclaves, les anciens propriétaires d'esclaves. Le régime de Toussaint Louverture ne semble satisfaire personne, à l'exception de la nouvelle élite de militaires de couleur, grande bénéficiaire du nouvel ordre. C'est finalement dans une certaine indifférence, en dépit des promesses faites en échange de sa reddition. Toussaint Louverture, ainsi qu'une centaine de ses proches, est capturé et déporté en France. Bon, il est embarqué avec sa famille sur la frégate La Créole et transporté au large du Cap Haïtien sur le héros qu'il transporte à Brest. Donc moi je pensais qu'il avait été un peu dans un traquenard. Bon, c'est pas un traquenard, mais enfin c'est pas loin d'en être un quoi. Donc ensuite maintenu aux arrêts en rade à bord du héros du bateau, il est débarqué le 25 le 13 août à bord d'une chaloupe vers Landerneau et conduit sous bonne garde avec son final salut au fort de Joux. Alors, ouais, le fort de Joux c'est ça. Donc le fort de Joux c'est ça. C'est dans le plus grand afin d'être interrogé. Bon, alors là il faudrait revenir un petit peu sur ce que ne disent pas là ici. C'est quand il débarque la fameuse lettre de menace de Bonaparte. Ok. Donc je ne sais pas si on peut la trouver, mais c'est la lettre de menace de Bonaparte. Donc je ne sais pas si on peut, le faire ici. CTRL F. Lettre de menace. Donc la lettre de menace, donc il y en a combien? 1, 2, 3. Lettre de menace, hein, on en a 2 là. 1, 2, et puis 3. Donc afin de remettre. Alors là, ils disent pas. Hein, ils disent pas. Ils sont ensuite envoyés. Il y a une lettre malgré le refus de tout ça, de céder à l'ultimatum de Ban. Ok. Ils disent pas. Ils disent rien. Hein. C'est toujours c'est ça qui est assez terrible dans la façon dont l'histoire est racontée quoi. La lettre de menace, on ne sait pas quel genre de menace ils faisaient. Ils sont allés pour rétablir l'esclavage. Donc cherchons sur la lettre de menace de Napoléon. Napoléon à Toussaint Louverture. Voilà. Donc, le contenu de la menace. Donc, dans Wikipédia, ils ont pu le mettre quand même. Hein. Alors, des premiers consuls. Ah ouais, parce que bon, 1801, il est encore, donc c'est encore Bonaparte. Okay. Il exige la soumission totale de Toussaint Louverture. Il avertit que si Toussaint ne se soumet pas, il sera considéré comme traître et un rebelle. La lettre impose à Toussaint de faire accepter la nouvelle autorité et d'assurer le retour à l'ordre colonial. Le retour à l'ordre colonial, c'est la restauration, le rétablissement de
de l'esclavage. La lettre est rédigée sur un ton paternaliste, évidemment. Napoléon, alors là maintenant ils disent Napoléon, avant c'était premier consul, il n'était pas Napoléon, il était Bonaparte. Il déclare notamment: quelle que soit votre conduite, vous ne devez attendre de nous que des témoignages de notre bienfaisance. Vous êtes le premier de votre race, voilà, et vous êtes responsable devant moi. Bien que la lettre semble parfois conciliante, elle est en réalité une manœuvre pour endormir la menace, voilà, de tout ça avant l'envoi de l'expédition militaire commandée par le général Leclerc, visant à le renverser l'ancien. À l'envoi de l'expédition commandée par un, visant à le renverser et à rétablir l'ancien, y compris l'esclavage. Ok. Donc c'est mais c'est à demi-mot quoi. Oui. Alors ça aussi c'est bien ça. Donc plus tard en exil à Sainte-Hélène, Napoléon avouera que son intervention à Saint-Domingue fut une erreur et qu'il aurait dû traiter avec Toussaint Louverture. C'est pas ça qu'il a dit, la fin ici. Il n'a pas dit il a dit j'aurais dû gouverner à travers Toussaint Louverture. Au lieu de gouverner directement, il aurait dû gouverner à travers de Toussaint Louverture. Et ça, c'est la définition du néocolonial. Donc ça, c'est très très important. Parce que si on regarde quelle est la différence entre avant 62 ou avant 1960, donc, qui était la colonisation pure et dure, okay, et après 60-62, donc après les indépendances, quelle est la différence? Bon, si on prend par exemple l'Algérie, le gouvernement qui gouvernait l'Algérie avant 1965, avant 1962, c'était le gouvernement à Paris. Il n'y avait pas de gouvernement à Alger. Il y avait un résident général, c'est-à-dire une espèce de super préfet. Et puis voilà, c'est tout. Et les ordres venaient directement de Paris et le résident général était là pour appliquer les ordres qui venaient de Paris. Après 62, ça change parce qu'il y a un gouvernement, mais le gouvernement algérien, lui, il est soumis à une pression énorme du gouvernement français. Bon, lui, le gouvernement algérien a beaucoup résisté. Ok, et il maintient, il se bat beaucoup avec une dernière opération qu'ils sont en train de faire et que je trouve ça très, très bien. Ils sont en train de remplacer, je pense pour les relations extérieures, internationales, ils sont en train de remplacer le français par l'anglais. Donc en fait, ils vont essayer d'imposer, ils ont raison, d'imposer à la France et à la diplomatie française qui débarque à Alger, on parle français, on sait très bien d'où ça vient tout ça. Maintenant, dommage, vous ne pourrez pas, et vous serez obligé de nous traiter vraiment comme des étrangers et de nous parler en anglais. Donc, moi, je trouve ça très, très, très bien. Ça ramène les choses là où il faut qu'elles soient. Donc, mais si on prend par exemple des gouvernements du Sénégal ou du Mali, enfin de l'ancienne Afrique occidentale française, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est exactement ça. C'est un terme, c'est indirect, c'est une gouvernance, c'est une administration indirecte via ces gouvernements locaux. Et ces gouvernements locaux qui n'existaient pas du temps de la colonisation pure et dure, des gouvernements locaux qu'on tient par le machin, parce qu'on contrôle leurs finances. Bon, ce qui se passe dans ces endroits-là, ces anciennes colonies, c'est que les gens sont trop pauvres pour qu'on élève des impôts, que ce soit impôts sur le revenu ou des impôts des impôts directs, sur la consommation par exemple, c'est pas possible. Les gens n'ont pas d'argent de toute façon. Les entreprises sont essentiellement des entreprises françaises qui ont des dégrèvements, qui sont exemptés de tout. Donc en fait, les États se retrouvent sans argent, sans revenus. Non, pas de revenus. Okay, et donc, qu'est-ce que fait? C'est le gouvernement français, qui le Trésor national, le Trésor public français, qui en fait les alimente, les budgets, etc. Donc les tiennent. Hein. Donc quand on se plaint de, il y a de la, comment dire, il y a de la corruption. Oui, écoutez, vous l'organisez. Maintenant il y en a. C'est comme ça. Mais
ça, c'est une idée qui vient en fait de Napoléon. C'est Napoléon qui a dit oui, j'aurais dû le laisser en place avec son gouvernement, machin et tout, et gouverner à travers. Ça, c'est. Bon. Et c'est ce que. J'allais dire Mélenchon, mais enfin Mitterrand, Mélenchon, c'est pareil. Donc, c'est ce que Mitterrand a mis en place. Parce que Mitterrand, si l'idée du néocolonialisme vient de Napoléon, Bonaparte, sa mise en place, pour la première fois, c'est Mitterrand. Okay. Et donc Mitterrand est le fondateur et le premier chef du néocolonialisme français, et il a développé cette pratique bah, qu'on peut résumer par il faut lâcher du lest pour pas tout perdre, bah, à la suite de ce qui se passait, enfin de Dien Bien Phu, où là on a tout perdu. Donc ils ont tout perdu, ça leur plaît pas. Donc ça. Et c'est ce qui a donné les indépendances de la Tunisie et du Maroc, qui sont passées de façon néocoloniale, c'est-à-dire qu'on a lâché du lest pour pas tout perdre. Et effectivement, ces gouvernements sont mis en place, et ces États sont mis en place, et l'influence de la France sur ces États, elle reste. En Algérie, la communauté française coloniale, donc les colons, n'ont pas voulu entendre parler de ça. Ça, ils n'ont rien voulu savoir, rien. Donc c'était du tout rien. Et ça s'est terminé par rien du tout. Okay. Mais ça n'empêche que le gouvernement français cherche toujours, et l'État français cherche toujours à contrôler l'État algérien de façon indirecte. Alors, dernièrement, il y a eu le successeur de Mitterrand, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une grande démonstration néocoloniale, vraiment dans la lignée de son maître néocolonial François Mitterrand, avec sa conférence. Je vais peut-être faire un truc là-dessus parce que c'est vraiment sa conférence sur la Côte d'Ivoire. Alors, sa conférence sur la Côte d'Ivoire, il y était donc en tant que lui-même, hein, mais très présidentiel. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait un apanage, comment on dit, il y avait de la foule, et il a commencé à dire ce qu'il fallait qu'il se passe en Côte d'Ivoire, etc. Et qu'avec les élections, et qu'il y avait un candidat qui était mieux qu'un autre, et que ça, c'est du néocolonialisme, parce que c'est de l'ingérence dans les affaires de ces pays, et de façon indirecte. Vous voyez. Non, parce que, et il n'est pas le seul à faire ça, parce qu'il y a les colonialistes purs et durs, qui sont contraints aujourd'hui à agir dans un cadre néocolonial, mais qui font pareil. Donc, en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est une bataille sur l'élection présidentielle, c'est une bataille entre le candidat de Mélenchon, qui est Gbagbo, et puis le candidat de Sarkozy, donc l'autre branche du colonialisme français, et ce candidat, c'est Ouattara. Okay. Et donc, mais ça peut changer aussi, parce qu'ils peuvent. Et alors, ce qui était assez ce qui était très pénible, très pénible, c'est qu'à un moment donné, Mélenchon mentionne Rachel Keke, qui était là et qui n'a pas dit un mot. Okay. Et alors, moi, Rachel Keke, bon, je la connais, enfin de nom, puis c'est de la famille qui habite à Chevilly-la-Rue, où elle a été élue en 2022. J'avais été un peu surpris qu'elle n'ait pas été réélue en 2024. Okay. Mais là, en fait, j'ai l'explication. Ça, c'est parce que Rachel Keke, en fait, est ivoirienne. Alors, est-ce qu'elle est du nord ou du sud? Je sais pas. Peu importe. Mais enfin, elle a été élue députée LFI en 2022, et en 2024, il n'y en a plus. Okay. C'est battu. Oui, alors quand on voit la conférence que fait Mélenchon, qui lui non plus n'est pas élu député, mais c'est lui qui parle, on se dit, il y a peut-être un problème quand même. C'est peut-être Rachel Keke qui devrait parler pour LFI de la Côte d'Ivoire. Ah non, c'est Mélenchon. Hein, c'est-à-dire qu'il a vraiment transformé Rachel Keke en potiche, quoi. C'est vraiment, c'est lui qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas, quoi. Hein, mais ça, c'est la pratique standard et constante du néocolonialisme, ce que fait Mélenchon. Bon, écoutez, donc il n'y a pas grand monde aujourd'hui, c'est pas grave.
On arrive presque à une demi-heure. Donc je vais arrêter là. Et je vais arrêter là. Et je vous souhaite une bonne journée. Parce que je vais publier ça. Je vais faire un recording. Et puis voilà. Ok.